Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez actuellement l'enregistrement du colloque du DEPA en soins palliatifs et de fin de vie, colloque ayant eu lieu le 15 avril 2021, avec près d'une centaine de personnes provenant d'un peu partout au Québec et dans le monde qui se sont joints à nous virtuellement. Des personnes donc du Québec, Canada, mais également des personnes vivant en Europe et en Afrique. Merci infiniment pour votre intérêt envers les soins palliatifs et de fin de vie, mais également pour la formation dans ce domaine. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Je suis Émilie Allard, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheuse régulière au Centre de recherche et de partage des savoirs interactions, ainsi que dans plusieurs autres réseaux de recherche portant sur la formation et la recherche en sciences infirmières, mais également et plus précisément en soins palliatifs. Mon expertise de recherche et d'enseignement se situe davantage dans ce niveau-là des soins palliatifs et de fin de vie. C'est la raison pour laquelle je me suis située et je me suis retrouvée à la barre de ce colloque qui est d'abord pensé avant tout pour mettre de l'avant le travail des étudiants qui arrivent à la fin de leur formation au DEPA, de présenter leur objet d'étude à une communauté de chercheurs, cliniciens, citoyens ayant à cœur les soins palliatifs et de fin de vie. Vous qui nous écoutez. Donc, vous vous êtes inscrit au colloque du DEPA, mais peut-être que vous vous posez la question, mais qu'est-ce donc ce DEPA? En fait, il vaut pour le diplôme d'études professionnelles approfondies, donc DEPA. Il m'apparaissait important de commencer le colloque en vous le présentant d'abord. Il s'agit d'un diplôme de troisième cycle qui a été introduit dans l'offre de cours au cycle supérieur à l'Université de Montréal à la suite de travaux de différents comités combinant le milieu universitaire et clinique afin d'assurer, entre autres, une meilleure formation, une formation de qualité dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie. L'une des caractéristiques de ce diplôme-là, c'est sa vision interdisciplinaire et donc la collaboration interfacultaire dans la formation en soins palliatifs et de fin de vie. À cet effet-là, je tiens à souligner l'apport précieux de différentes facultés, dont la faculté des sciences infirmières dans laquelle je me situe, la faculté de médecine, la faculté des arts et des sciences, l'Institut des études religieuses particulièrement, l'École de santé publique. Donc, toutes ces facultés qui contribuent à ce programme de formation. Plus encore, dans sa construction, dans sa gestion pédagogique, on a introduit, on veut que la personne et ses proches soient au cœur de notre pensée, au cœur de la pensée de ce programme de formation-là. Et donc, nous avons la chance de compter sur une collaboration avec des milieux cliniques et aussi sur l'apport très important de patients proches partenaires. Le DEPA vise le développement et l'intégration de compétences avancées et spécialisées en soins palliatifs et de fin de vie, selon une approche interdisciplinaire, comme je vous disais, en partenariat avec la personne et ses proches. Ça vise à former les individus afin qu'ils exercent un leadership stratégique, dans l'avancement des connaissances et dans le renouvellement des pratiques, tant en s'appuyant sur une analyse critique des résultats probants que des pratiques exemplaires en soins palliatifs et de fin de vie. Il se compose de 30 crédits répartis en deux blocs. Un premier bloc de 15 crédits de cours obligatoires et un deuxième bloc de 15 crédits qui comprend un séminaire dans lequel ce colloque se situe. En fait, c'est la fin du séminaire des étudiants, donc que vous voyez les présentations aujourd'hui. Un cours de méthode et la réalisation d'une activité d'intégration qui est soit un stage, un essai théorique ou un projet réalisé en collaboration avec le milieu clinique. Les étudiants qui présenteront aujourd'hui présenteront ces trois modalités, d'ailleurs, d'intégration. C'est un diplôme qui est encore récent. Il a été lancé officiellement en 2018, les premiers étudiants ayant commencé en septembre 2018. Nous en sommes donc à notre première cohorte de finissants et nous espérons poursuivre l'expérience avec de nombreux autres étudiants.
Je pourrais déposer dans le fil de conversation des liens vers nos programmes au cycle supérieur en soins palliatifs à l'Université de Montréal, mais également d'autres liens qui pourraient vous être utiles pour mieux comprendre les programmes. Si vous avez des questions, vous avez mon courriel. Vous l'aviez reçu déjà quand vous êtes inscrit au colloque et vous l'avez encore aujourd'hui. Donc, le colloque vise à promouvoir le travail des étudiants au DEPA. Ils vont vous présenter leur activité d'intégration réalisée ou en cours dans le cadre du DEPA. Ils en sont encore à apprendre. Ils en sont à présenter leurs travaux à ce jour. Peut-être que vos questions, vos réflexions les amèneront à poursuivre le développement de leurs connaissances et je vous en suis très reconnaissante. Ils vont présenter leur avancement, donc, puis il y aura une présentation de mon cher collègue Jean-Marc Barrault, qui est professeur à l'Institut des études religieuses à l'Université de Montréal et qui a dirigé un superbe numéro de la revue théologique qui est paru en janvier et qui porte sur la culture palliative. Et on trouvait que ça faisait une belle cohérence avec l'esprit de ce colloque. Donc, ces 4 présentations se joignent autour d'une thématique commune, qui est celle de l'interdisciplinarité. Comme je l'ai mentionné, au cœur, au centre des soins palliatifs et de fin de vie, nous trouvons la personne et ses proches. L'objectif des soins, c'est le bien-être et l'accompagnement holistique de cette dyade qui est la personne et ses proches. Pour atteindre cette dimension holistique-là, il nous faut mettre en commun les sciences, tant les sciences de la santé que les sciences humaines et sociales. L'interdisciplinarité, c'est le moteur, c'est l'outil de cette mise en commun des sciences au profit de la vision holistique de la personne et de ses proches. Donc, pour nous, l'interdisciplinarité, comme nous la comprenons, ce n'est pas une fin, mais c'est un outil afin d'atteindre justement la meilleure qualité des soins palliatifs pour la personne et ses proches. Donc, vous avez reçu probablement l'horaire des présentations. Chaque présentation sera d'une durée de 20 minutes. Donc, je suis la gardienne du temps. Je vais chronométrer le tout. Et ce sera suivi, chacune des présentations sera suivie d'une période d'échange et de questions d'environ 10 minutes. Nous conclurons, si le temps nous le permet, par une discussion autour du thème de la thématique commune qui est l'interdisciplinarité. Ils sont vécus tant dans les milieux cliniques, dans vos milieux cliniques, dans vos milieux de formation et comment vous voyez le tout au regard de l'amélioration de la qualité des soins. Avant de débuter notre première présentation, j'aimerais inviter ma vice-doyenne aux études supérieures à la Faculté des sciences infirmières, Mme Sylvie Gendron, à nous adresser un petit mot. Bonjour, merci Émilie. Alors, au nom de la Faculté des sciences infirmières et plus particulièrement du secteur des études supérieures, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'ajouter ma voix à l'accueil qui vous est offert par ma collègue Émilie Allard. C'est un tout premier colloque du DEPA qui met vraiment en vitrine nos premiers finissants de ce diplôme d'études de 3e cycle. Alors, bon, c'est déjà un premier accomplissement en voie de se faire. J'aimerais profiter de cette occasion pour souligner l'originalité de cette formation-ci à l'Université de Montréal, l'originalité étant dans ses visées interdisciplinaires, comme le dit Émilie, mais également ses visées interfacultaires, ce qui en soi est très original dans une structure universitaire telle qu'on la connaît, avec son lot de défis, mais on n'en est pas à un premier défi, donc on continue. C'est une originalité que je qualifierais de nécessaire pour penser et agir dans ces situations humaines, voire même inéluctables de notre existence. C'est donc avec fierté aujourd'hui que l'on assiste ensemble et en grand nombre à ce colloque pour mettre en vitrine ces regards croisés, des regards croisés qui sont nécessaires pour une pensée agile, pour une pratique
flexible, humaine, qui aborde la complexité de la vie, du soin, de la santé, dans la vie des gens, jusqu'aux confins de la vie. Alors, on parle de soins palliatifs et de fin de vie, mais on parle de vie. Alors, c'est avec ce bref petit mot que je vous souhaite et je nous souhaite une bonne rencontre et une continuité dans nos échanges. Merci, Émilie, de m'avoir invitée comme ça pour accueillir les gens. Merci, Sylvie. Donc, je vais demander à Maryse, qui est notre première présentatrice aujourd'hui, si tu veux partager ton écran. Et pendant que tu le fais, je vais te présenter moi-même. Donc, Maryse Carignan est conseillère clinique des secteurs de cancérologie, de soins palliatifs et de fin de vie à la direction des soins infirmiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Elle détient une maîtrise en sciences infirmières. Elle est présidente de l'Association québécoise des infirmières en oncologie et membre de l'Association canadienne des infirmières en oncologie. Elle représente les infirmières à la Commission des soins de fin de vie au Québec. Elle est aussi membre de la communauté de pratique en soins infirmiers en oncologie à la Direction générale de cancérologie du ministère de la Santé et des Services sociaux. Au sein du CIS de Laval, elle est membre du groupe interdisciplinaire de soutien et co-responsable du comité tactique des soins palliatifs et de fin de vie. Depuis septembre 2018, elle est étudiante au DEPA et je vous laisse l'écouter dans son superbe projet. Maryse, la parole est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Allard, de cette introduction et merci à vous tous et toutes d'être présentes aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour nos travaux, mais aussi pour les soins palliatifs et de fin de vie et pour le DEPA en général. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter l'avancée de mes travaux. Comme Madame Allard vous a dit, certains des projets sont encore à l'amorce et c'est le cas du mien parce que ce que je vais vous présenter est vraiment ma problématique, ma rationnelle de problématique sur la perception des professionnels de la santé de l'intégration précoce des soins palliatifs, une analyse critique des écrits parce que j'ai choisi de faire un essai, mais cet essai-là, je vais entrer là, en écriture officiellement à l'automne. Alors, ce que je vous présente, c'est l'état de mes travaux présentement de la recension des écrits. J'aimerais d'entrée de jeu remercier le professeur Émilie Allard de la Faculté des sciences infirmières et le docteur Marjorie Tremblay que j'ai vu présente aujourd'hui, qui est médecin en soins palliatifs au CIS de Laval, membre du Réseau québécois de soins palliatifs et chercheur également pour leur soutien parce que c'est ces deux personnes qui vont me soutenir et m'aider dans mon projet. Alors, j'aime bien toujours commencer par une situation clinique de Madame Reine épuisée, par exemple, une dame de 72 ans qui a été diagnostiquée avec une insuffisance cardiaque il y a 5 ans. Au début, elle répondait bien au traitement, mais depuis un certain temps, elle ressent plus de fatigue, d'essoufflement et d'inconfort. Elle a dû se rendre à l'urgence quelques fois dans les derniers mois. Bien que sa condition semble se détériorer, Madame épuisée n'a jamais eu de conversation au sujet des plans de soins, de directives médicales anticipées ou de fin de vie avec son médecin. Elle se demande ce que lui réserve l'avenir. Pour ma compréhension à moi des soins palliatifs, de l'intégration des soins palliatifs dans les maladies incurables à pronostic réservé, moi, il me semble que Madame épuisée pourrait bénéficier de soins palliatifs et qu'elle aurait avantage à ce qu'on introduise les soins palliatifs dans sa trajectoire de soins. Qu'est-ce qu'on entend par les soins palliatifs? Il y a plusieurs définitions. Certains auteurs vont dire qu'on manque de consensus par rapport à la définition des soins palliatifs, mais pour le présent travail et dans la situation actuelle, j'ai choisi de travailler avec la définition de la loi concernant les soins de fin de vie au Québec, qui sont des soins globaux et actifs et globaux, dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leur souffrance, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d'offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire.
L'Organisation mondiale de la santé a donné des concepts de philosophie des soins palliatifs. Qu'est-ce que la philosophie des soins palliatifs? On veut que ça améliore la qualité de vie. Madame Gendron a d'ailleurs souligné aujourd'hui qu'on parlait de la vie. Hein? Oui, on parle de soins palliatifs, mais on parle de la vie. Et ça m'a fait penser à une remarque du docteur Vinet, un médecin en soins palliatifs, dont on voit une vidéo dans les formations du ministère qui parle de mettre de la vie dans la vie qui reste. Alors, améliorer la qualité de vie, c'est vraiment un objectif des soins palliatifs. Prévenir la souffrance, soulager la douleur et les symptômes, accepter la mort comme un processus naturel, ne pas hâter ni retarder la mort, intégrer les soins psychosociaux et spirituels, viser la personne et sa famille et favoriser une approche interdisciplinaire. Un peu d'histoire. Le mouvement des soins palliatifs, qu'on va appeler moderne, est quand même récent. Hein? C'est Dame Cicely Saunders en Grande-Bretagne qui a créé ce qu'elle appelait les hospices en 1967, qui, plus près de nous, dans les débuts des années 70, dans quelques hôpitaux au Québec, ont été des unités de soins palliatifs qu'on voit encore aujourd'hui. Et ça s'est développé aussi vers des maisons de soins palliatifs là, dans les régions. Nous avons un besoin de soulager la douleur et les symptômes. Et c'était, au départ, en 1967, des besoins des personnes atteintes de cancer. Puis on va le voir tantôt dans les obstacles. Il y a encore tout récemment, c'était encore la vision de tu ne peux pas avoir de soins palliatifs si tu n'es pas atteint de cancer. Pourtant, dans la définition, on voit bien qu'on parle de maladie à pronostic réservé. On ne parle pas exclusivement de cancer. Et les soins palliatifs sont encore associés aux unités ou aux maisons de soins palliatifs. C'est encore associé à la mort. Il y en a soins palliatifs égale mort. Ça fait partie des problématiques qu'on va voir tantôt de la définition et de la vision commune. Alors, de plus en plus, dans la littérature, de plus en plus, il y a un consensus que les soins palliatifs et de fin de vie devraient être amorcés tôt dans la trajectoire des maladies à pronostic réservé. C'est vraiment un but à atteindre. Et il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour arriver à cette bonne pratique. L'Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations en 2018. Plus près de nous, au Canada, il y a l'Association canadienne des soins palliatifs qui a diffusé un projet Aller de l'avant. Il y a le gouvernement du Canada qui a écrit un cadre de référence. Il existe le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs, naturellement au Québec, l'Association québécoise des soins palliatifs. Vraiment plus près de nous, des initiatives québécoises au fil des années. Le rapport Lecomte-Lambert, en 2000, a établi un état de situation des soins palliatifs au Québec qui a amené la politique de soins palliatifs et de fin de vie en 2004. Il y a l'Institut national de santé publique au Québec en 2006 qui avait émis un état de situation aussi à l'époque et qui vient de publier un nouvel état de situation. La Commission Mourir dans la dignité 2012, dont on a entendu parler beaucoup à l'époque, qui a vraiment laissé la voix aux citoyens et qui a amené à la loi concernant les soins de fin de vie en 2014, la création de la Commission des soins palliatifs et de fin de vie en 2015, qui a pour mandat de veiller à l'application de la loi, l'INES en 2016, avec les niveaux d'intervention médicale, avec le document pour présenter les niveaux d'intervention médicale. Il y a eu un plan de développement, un plan d'action en 2016 du ministère, 2015-2020, et il y a un nouveau plan d'action qu'on attend incessamment pour 2020-2025. Il y a eu un outil de détection précoce diffusé en 2019 avec une offre de services de base de soins palliatifs et de fin de vie dans le réseau. Alors, toutes ces initiatives-là ont été mises en place pour aider et soutenir les intervenants, les organisations, les décideurs pour l'intégration des soins palliatifs et de fin de vie. Pourtant, il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles qu'on voit en clinique, qu'on voit dans la vie de tous les jours et qu'on voit aussi, bien sûr, dans la littérature.
Les obstacles principaux, moi, que j'ai recensés jusqu'à ce jour, c'est vraiment la vision commune, la vision et la définition commune des soins palliatifs. On manque justement de cette vision et cette définition commune. Les soins palliatifs, ce n'est pas défini tout le monde de la même façon, ce n'est pas interprété tout le monde de la même façon. La perception des soins palliatifs est différente. Les soins palliatifs, c'est un euphémisme pour mourir bien souvent, autant pour les professionnels que pour la population, pour les patients. Alors, c'est quoi les soins palliatifs? Pour qui et quand? C'est encore pas clair. Il y a un manque de connaissances flagrant, autant au niveau de la gestion des symptômes qu'au niveau du moment de référence, justement à cause qu'on n'a pas de définition. On manque de connaissances, mais d'un autre côté, moi, je me suis posé la question, on dit qu'on manque de connaissances, mais quand on offre des formations, ah, c'est pas pour moi, je n'ai pas le temps, c'est pas une priorité. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne va pas aux formations ou on ne cherche pas les formations. Les pronostics trop optimistes, les trajectoires imprévisibles, c'est difficile d'établir un pronostic. Dans certaines maladies, surtout les maladies chroniques, les maladies neurodégénératives, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on est en fin de vie et qu'est-ce qui va arriver. Alors, ça fait que les gens ne sont pas, les cliniciens ne savent pas quand introduire les soins palliatifs. Les communications, les conversations, les confusions de rôle, les communications n'ont pas lieu, les gens sont inconfortables, elles se sentent démunies à parler de soins palliatifs, à parler de mourir. Il y a une confusion de rôle parce que le médecin est inconfortable, l'infirmière trouve que c'est au médecin ou au TS de parler de ça, le travailleur social trouve que c'est à l'infirmière ou au médecin, fait que finalement, c'est tout le monde, c'est personne. Il n'y a pas ces conversations-là, malheureusement, sur la planification des soins et de ce que les gens comprennent. Il y a une accessibilité aux ressources, une réticence à référer. On sait qu'il y a un manque de ressources. Alors, il y a une réticence de référer parce qu'il y a un manque de ressources, mais parce qu'aussi, on ne sait pas quand référer. Alors, les références sont tardives. Et il y a une croyance d'avoir besoin d'une équipe spécialisée pour faire des soins palliatifs. C'est ce que l'OMS nous dit en 2018. Par contre, je viens de trouver d'autres choses qui disent que, en fait, les spécialistes qui suivent, par exemple, une insuffisance cardiaque se disent, ben moi, je suis un spécialiste d'insuffisance cardiaque, je vais faire des soins palliatifs en même temps que je fais de l'insuffisance cardiaque. Alors, c'est un peu, jusqu'à date, les obstacles que j'ai recensés pour l'intégration des soins palliatifs et je vais vous amener vers quel est mon choix pour le travail sur les obstacles. Je vous présente un modèle de Hawley 2017 qui est adapté avec l'Association canadienne des soins palliatifs qui démontre que dans toute la trajectoire de soins, l'intégration des soins palliatifs se fait malgré qu'on continue à donner des traitements qui peuvent être curatifs ou des traitements de support, des traitements qui vont stabiliser la maladie, mais un n'empêche pas l'autre et on peut continuer les traitements. On a parlé du DEPA. Madame Allard vous a défini c'était quoi notre diplôme d'études approfondies. Moi, je tenais à vous dire qu'est-ce que le DEPA, moi, comme personne et comme étudiante et comme clinicienne, m'a apporté et aussi comme étudiante de ce que je vais faire comme recherche. Le DEPA, comme on vous l'a dit, c'est interdisciplinaire. Alors, la rencontre de tous ces gens, de différentes professions, avec leur vision de leur profession, parce que je me suis rendu compte, je suis sortie de ma zone de confort d'infirmière, je suis sortie de ce qu'on apprend comme infirmière et j'ai écouté davantage, parce que dans un cours, on a plus le temps, ça fait place à la réflexion, la vision des autres professionnels, avec les cours sur l'anthropologie, la sociologie aussi, d'autres regards, d'autres croyances. Je me suis rendu compte que oui, les professionnels de la santé, on a nos normes, on a notre vision comme profession, mais on fait aussi partie d'une société et notre vision peut être aussi teintée de cette société-là dans laquelle on évolue. Et que je me suis rendu compte aussi que mes croyances personnelles pourraient être un frein à mon objectivité.
qui serait nécessaire pour écrire mon essai à travers toutes mes réflexions dans mes cours. Et je me suis rendu compte que ma très forte croyance que l'intégration des soins palliatifs et de fin de vie est un avantage pour les patients et les professionnels de la santé, il fallait quand même que je fasse attention pour rester objective. Alors, tous ces enjeux-là, ces regards, ces croyances-là des autres disciplines m'ont permis de comprendre le phénomène de l'intégration de façon différente, avec un autre angle, avec un autre regard. Et ça, j'ai trouvé ça très riche pour commencer cette réflexion-là, et comme personne et comme clinicienne. Je fais vraiment mon travail différemment depuis que j'ai commencé le DEPA. Alors, pour les futurs étudiants qui seraient intéressés, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Je vais vite, là, j'espère que je pense que je connecte dans le temps, mais il semble que je vais trop vite. Alors, de toutes ces lectures-là, de toutes ces réalisations-là, ces réflexions dont je viens vous parler, des discussions dans mes cours, de mon expérience de clinicienne sur le terrain, je me suis vraiment posé des questions sur les obstacles. Qu'est-ce qui faisait en sorte que ces obstacles-là étaient un frein, ou lequel serait peut-être un frein davantage à l'intégration des soins palliatifs? Par exemple, je vous parlais de la formation tantôt. Pourquoi les gens, quand on offre des formations, on dit qu'on manque de connaissances, mais on ne va pas aux formations? Pourquoi on ne va pas aux formations? Pourquoi ce n'est pas nécessairement priorisé? Qu'est-ce qui soulève tout ça? Et à force de tourner ça puis de lire, je me suis vraiment arrêtée sur la perception et la compréhension des professionnels de la santé des soins palliatifs qui influencent l'intégration des soins palliatifs de façon précoce dans la trajectoire. C'est vraiment l'hypothèse que je me suis donnée, que la perception et la compréhension des professionnels des soins palliatifs influencent l'intégration des soins palliatifs de façon précoce dans la trajectoire. Et parmi toutes mes lectures, j'ai vu certains auteurs qui ont commencé à se poser les mêmes questions, explorer les connaissances et l'attitude des professionnels de la santé à propos des soins palliatifs peut nous donner de l'information pour l'intégration dans les pratiques. Alors, ce qui m'a amené aussi à penser à un cadre théorique pour regarder cette hypothèse-là. Et le cadre théorique de la théorie écologique du développement humain de Bronfer-Brenner, The Ecology of Human Development, me semblait un cadre approprié parce que selon ce cadre, on a 4 systèmes et ces systèmes-là nous feraient comprendre comment l'individu est influencé par son environnement, par sa famille, par son éducation. Et quand je parle d'individu, bien oui, il y a le patient, mais il y a aussi le professionnel de la santé. Alors, si on regarde le cadre, si on regarde le microsystème qui pourrait être la personne, la famille, ou si on en fait un autre parallèle, le professionnel de la santé, et dans le mésosystème, il y aurait l'entourage de cette personne-là proche, alors la famille, les amis. Et si on va vers l'exosystème, ben, on a un cadre, on a un éventail un peu plus grand de l'influence des autres sur ces 2 autres systèmes-là. Les amis des amis là, vont influencer le patient, la personne atteinte ou le professionnel de la santé. Et tout ça, tous ces systèmes-là sont dans un plus grand système, dans le macrosystème qui serait la société en général. Alors, quand j'avais commencé à parler de mon projet avec les gens de l'université, M. Legault et Mme Allard m'avaient fait refléter que ce cadre théorique-là était en fait ce que j'étais en train de discuter sur l'influence de la société sur les professionnels et sur les patients. Alors, ça semblait un cadre tout à fait approprié pour l'essai que je veux écrire. Alors, j'en arrive à parler du but de mon essai, qui sera d'explorer, avec une analyse critique des écrits, l'étendue des connaissances, en premier lieu de la perception des professionnels de la santé de ce que sont les soins palliatifs, et en deuxième lieu,
de la perception de leur rôle par rapport à l'intégration précoce des soins palliatifs dans la trajectoire de soins. Alors voilà, merci de votre attention et j'attends là vos discussions, vos commentaires, vos questions pour compléter cette réflexion. Il est aussi doctorant en théologie à l'Université de Montréal. Il détient un master en théologie et sciences religieuses, un diplôme spécialisé en catéchèse pastorale. Au Québec, son expérience d'accompagnement spirituel et religieux auprès des aînés, des personnes malades, a commencé en 2013. À ce titre, il est membre agréé de l'Association canadienne des intervenants en psychospirituels. Donc, Dieudonné, la parole est à toi. Donc, Barthélémy Badiane est infirmier diplômé d'État au Sénégal, maîtrise en sciences infirmières, option formation effectuée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Il a ensuite fait un micro-programme de 2e cycle en enseignement postsecondaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, un micro-programme en intervention gérontologie et un 2e micro-programme en soutien-conseil en gérontologie avant de s'inscrire au DEPA en septembre 2019. Donc, Barthélémy, je vais te laisser la parole. Bonjour. Le thème de mon projet vise à proposer un référentiel de compétences aux intervenants en soins palliatifs et de fin de vie au Sénégal. Ce projet est dirigé par Mme Émile Ayard et co-dirigé par Mme Jocelyne Saint-Arnaud, que je remercie de passage pour leur brillante collaboration. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui sont ici présentes, mais une mention spéciale à ceux qui sont connectés à partir du Sénégal, à partir de l'Ouganda également. Je tiens à les remercier vivement. Je vous présente la carte du Sénégal avec ses 14 régions. Et ça, c'est le plan de ma présentation. Après le contexte, nous allons voir la situation sanitaire du Sénégal. Nous allons parler du but et des objectifs du projet, parler du cadre de référence, de la méthodologie, puis des résultats attendus. Il est noté qu'à travers les pays en voie de développement, 78% des 40 millions nécessitant des soins palliatifs y proviennent et seulement 14% accèdent à des soins palliatifs et de fin de vie. Et nous savons tous que le besoin en soins palliatifs et de fin de vie va augmenter davantage avec l'émergence des maladies chroniques, de la comorbidité, du vieillissement de la population en plus de la COVID-19 et en plus de l'approche palliative qui est en vue. Mais dans tout cela, nous sommes confrontés à un défaut de formation en soins palliatifs et de fin de vie. Il y a des référentiels de compétences qui existent, mais parfois, ces référentiels comportent des difficultés dans le libellé des compétences. Les soins palliatifs sont définis comme des soins actifs, comme une approche globale en l'endroit de la personne qui est malade et de sa famille. Les soins palliatifs sont mis en œuvre pour soulager les douleurs physiques, la souffrance psychologique, morale et spirituelle. Les soins palliatifs devraient considérer le malade comme un vivant jusqu'à la fin et la mort comme un processus normal de la vie. Donc, les soins palliatifs ne sont pas mis pour hâter ni retarder le décès. Ils doivent préserver la qualité de vie jusqu'à la mort dans le respect de l'autonomie de la personne et de sa famille et doit être produite par une équipe interdisciplinaire. Dans la littérature, nous nous sommes rendus compte que les soins palliatifs et de fin de vie est une nouvelle branche qu'on devrait développer au niveau de l'Afrique parce qu'il y a un grand besoin de soins palliatifs au niveau de l'Afrique. Nous pouvons noter 912 000 personnes qui ont besoin de soins palliatifs tous les ans.
mais juste 4 pays sur les 53 offrent des soins palliatifs et de fin de vie normalisés, et juste 9,8% des professionnels de soins qui doivent offrir des soins palliatifs et de fin de vie ont reçu une formation. Moi, je considère que l'Ouganda représente un leader dans les soins palliatifs et de fin de vie, parce que depuis 1993, ils ont eu un plan de soins palliatifs et de fin de vie dont le but était d'offrir des soins palliatifs et de fin de vie aux familles et aux patients, mais également d'avoir un plan de formation pour tous les intervenants en soins palliatifs et de fin de vie, et d'une manière interdisciplinaire, en englobant que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les sages-femmes, dans le cadre de la formation en soins palliatifs et de fin de vie. C'est ainsi qu'en 2009, ils ont mis en place une formation pour tous les pays africains anglophones. C'est une formation qui durait 5 semaines, qui était organisée en Ouganda. Et en 2012, ils ont refait cette même formation pour les pays francophones. Également, c'était un regroupement de 5 semaines qui permettait d'avoir une initiation en soins palliatifs et de fin de vie. En 2014, ils ont commencé le diplôme et le bachelor pour tous les intervenants en soins palliatifs et de fin de vie. Mais quand j'ai consulté leur programme de formation, je me suis rendu compte que c'était des programmes qui étaient basés sur une approche par objectif. Donc, ils n'ont pas de référentiel de compétences. Donc, ce que j'en déduis, d'après la littérature, jusqu'à date, je ne vois pas de référentiel de compétences en soins palliatifs et de fin de vie dans nos pays africains. Parlons du Sénégal. Nous avons 16 209 125 habitants, 39 hôpitaux, 293 centres de santé, 2563 postes de santé, 2126 cases de santé. J'insiste un peu sur cette diapositive pour mettre en lien le fait que pratiquement 70% presque de la population sénégalaise vivent au niveau de la communauté. Et la moitié de cette personne qui vit en communauté, et on peut dire qu'ils sont à un seuil de pauvreté. Donc, dans le cadre de ce travail, je voudrais qu'on insiste afin que dans le référentiel, qu'on puisse avoir des actions beaucoup plus communautaires, qu'on puisse fournir des soins palliatifs et de fin de vie beaucoup plus au niveau de la communauté, plus proche des familles, plus proche des personnes les moins défavorisées. Le système de santé au Sénégal, c'est un système pyramidal qui est basé également sur l'interdisciplinarité, parce que déjà au niveau central, c'est le niveau du ministère de la Santé. Nous avons le ministre et ses collaborateurs, les directions de cabinet, les conseillers techniques qui sont soit des médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Et c'est à ce niveau qu'on élabore les programmes de santé. Et ce sont ces mêmes personnes qui élaborent les programmes de formation. Ce sont ces mêmes personnes également qui interviennent parfois dans la formation des acteurs au niveau de la santé. Le deuxième niveau, c'est le niveau régional. Nous avons 14 régions et au niveau de chaque région, nous avons ce qu'on appelle une équipe cadre de région qui est composée de différents professionnels qui travaillent en interdisciplinarité pour accompagner le ministère sur le plan régional par rapport aux politiques et aux formations dans le domaine des soins de santé. Le niveau périphérique, au niveau du district, nous avons 79 districts sanitaires. Là également, dans le cadre de l'interdisciplinarité, nous avons ce qu'on appelle les équipes cadres de district, qui sont composées de médecins, qui sont composées d'infirmiers, de pharmaciens, de sages-femmes. Mais là également, on inclut le niveau local, la communauté,
où on peut avoir un accès facile aux religieux, que ce soit l'imam, que ce soit le prêtre du quartier ou bien du village. L'état de santé de la population est dominé par les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles et chroniques, tout en sachant que les maladies non transmissibles représentent environ 30% du budget du ministère de la Santé. Et nous avons un grand besoin de soins palliatifs et de fin de vie. Malheureusement, la distribution des soins palliatifs n'est pas très formelle au Sénégal. C'est juste au niveau de Dakar, au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, qu'on a des soins palliatifs formalisés. Au niveau des régions, il n'y a pas de structure de soins palliatifs et de fin de vie. Et même d'après la recherche qu'avait faite le Human Rights Watch, on note une absence de connaissance des soins palliatifs et de fin de vie pour la plupart des intervenants. Et dans cette même recherche du Human Rights Watch, ils se sont rendus compte qu'au niveau même de l'Université de Dakar, dans le programme de formation des médecins, les soins palliatifs et de fin de vie ne sont pas inclus. De même, dans la formation des infirmiers, des sages-femmes, il n'y a pas de cours de soins palliatifs et de fin de vie. Donc, il n'y a pas de référentiel de compétences en soins palliatifs et de fin de vie au Sénégal. Par contre, on note là-bas une interdisciplinarité parce que depuis 1992, on a connu la fusion de toutes les écoles de formation paramédicale publiques au sein d'une seule entité qui regroupait les sages-femmes, les infirmiers, les techniciens en odonto, les kinésithérapeutes. Et en plus, la majorité des cours au niveau de cette école sont dispensés soit par des médecins avec des spécialités médicales ou bien des spécialités chirurgicales. On a connu également l'avènement de l'approche par compétences en 2007, juste au niveau de l'ENDSS avec l'appui de l'Agence canadienne de développement et du Cégep de Montmorency. Également, en 2017, on a vu l'ouverture du master en sciences infirmières à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Et c'est ce qui m'amène à vouloir proposer un référentiel de compétences en soins palliatifs et de fin de vie. Et le but était de contribuer au développement de la formation des intervenants sénégalais en soins palliatifs et de fin de vie à travers l'élaboration de ce référentiel de compétences. Mes 4 objectifs, le premier est de proposer des compétences pour les intervenants en soins palliatifs au Sénégal après la comparaison de référentiels de compétences préexistants, d'inventorier les ressources existantes au Sénégal en lien avec les compétences en soins palliatifs et de fin de vie, d'élaborer un référentiel de compétences interdisciplinaires des intervenants en soins palliatifs et de fin de vie, d'obtenir l'avis d'experts sénégalais sur le référentiel de compétences proposé en vue de sa validation. Et pour faire ce travail, je me suis basé sur un référentiel de compétences de l'Institut national de santé publique, lequel référentiel de compétences va guider tout mon travail, lequel référentiel de compétences se base sur la définition des compétences de Tardif 2006 et laquelle définition est utilisée dans le cadre du programme de formation par compétences au niveau du Sénégal. Le référentiel de compétences est constitué de 8 étapes. La première étape, c'est la clarification de la finalité du référentiel, l'adoption de la définition de la compétence, la précision du format du référentiel, le recueil des données, le traitement des données, la soumission à la validation, l'organisation de l'appropriation du référentiel et la maintenance de ce référentiel.
Dans un premier temps, pour la clarification de la finalité, on doit noter qu'il n'y a pas de référentiel de compétences au Sénégal, mais il faudra que je puisse m'arranger pour présenter un document harmonisé qui puisse guider la formation des intervenants en soins palliatifs et de fin de vie. Il faut que ce soit un référentiel de compétences qui soit adapté aux valeurs et aux réalités sénégalaises, mais un référentiel de compétences également qui s'appuie sur une collaboration interprofessionnelle, sur l'interdisciplinarité avec les différents acteurs qui vont intervenir dans les soins palliatifs et de fin de vie. Donc, la deuxième étape, c'est l'adoption de la définition d'une compétence. C'est véritablement une polysémie. Il n'y a pas une seule conception de ce qu'est une compétence. Il y a même des auteurs qui parlent de concepts ou bien même de notions de compétence. Et certains auteurs définissent la compétence comme une capacité, une habileté pour réussir une fonction ou bien une tâche. D'autres parlent de savoir-faire de haut niveau avec plusieurs ressources. Le Boteuf nous parle de savoir agir, vouloir agir et de pouvoir agir. Jonaer parle de savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir devenir. Quant à Tardif, c'est un savoir-agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situation. Donc, on voit que certains auteurs nous parlent de tâches à élaborer, de tâches à faire, d'activités de travail, mais Tardif et Johanner nous parlent de savoir-agir complexe. On nous parle également de mobilisation, combinaison efficace de ressources, et on nous parle aussi de famille de situation. La troisième partie, quatrième et cinquième partie de ce référentiel aura lieu à la précision, au recueil et au traitement des données. Donc, je dirais que je ne veux pas être prétentieux. Je sais qu'un référentiel de compétences n'est pas un outil qu'une seule personne peut élaborer en étant fermé sur soi-même. Donc, le référentiel de compétences nécessite un partage avec des professionnels, avec beaucoup d'acteurs. Mais dans le cadre de ce travail, je me suis appuyé sur quelques documents, à savoir le référentiel de compétences du réseau ontarien des soins palliatifs et de fin de vie. J'ai également lu le référentiel de compétences de l'Association européenne des soins palliatifs et de fin de vie. Aussi, le plan directeur de développement de compétences des intervenants en soins palliatifs du Québec. J'ai parcouru également le programme de formation de Hospice Africa Ouganda, mais j'ai également regardé les taxonomies de Bloom, en plus de mon expérience personnelle. C'est vrai qu'en parcourant ces documents, en faisant l'analyse de ces documents, je me suis rendu compte que dans certains référentiels, il y avait beaucoup plus de compétences. Et si on tient compte des caractéristiques intégrateurs de la compétence, dans une formation par compétence, on ne devrait pas avoir beaucoup de compétences. J'ai pu remarquer également qu'il y a beaucoup de verbes d'action dans la même compétence, ce qui peut rendre difficile la conception des programmes de formation. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est par rapport au référentiel de compétences européen, où ils ont divisé la formation en 3. Mais si on tient compte du caractère développemental de la compétence, je pense que dans un seul référentiel, on peut parfaire toute une formation en soins palliatifs et de fin de vie. Et c'est ce qui m'a amené à proposer les 10 compétences à travers la lecture de ces référentiels. La première compétence est de déterminer un mécanisme de prise en charge de la douleur et des symptômes
La deuxième, soutenir les besoins psychosociaux et spirituels des patients et familles. Troisième, planifier les activités de la vie quotidienne en concertation avec patients et familles. Soutenir le patient et la famille au moment de la fin de vie. Soutenir la famille au moment du deuil. Communiquer efficacement avec la famille, avec l'équipe interdisciplinaire. Collaborer en tant que membre d'une équipe interdisciplinaire. Considérer les dimensions éthiques et légales en soins palliatifs et de fin de vie. Développer sa pratique professionnelle. Adapter les soins palliatifs et de fin de vie. La 6e, 7e et 8e étape en lien avec la validation, l'appropriation et la maintenance du référentiel. Je dis que la validation est en train de se faire en ce moment avec ma directrice et ma co-directrice, que je remercie encore de passage pour leur soutien. La validation va se faire avec des experts sénégalais. Je devrais leur envoyer les écrits ou bien me rendre sur place pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour recueillir leurs idées par rapport aux écrits et adopter le référentiel qui va être proposé. Les résultats attendus pour ce travail, c'est la proposition de compétences adaptées au contexte sénégalais, la proposition de ressources adaptées au contexte sénégalais, la proposition de référentiel de compétences pour les intervenants en soins palliatifs et de fin de vie, l'obtention de l'avis des experts sénégalais sur le référentiel proposé en vue de sa validation, la finalisation du référentiel de compétences, l'élaboration d'un programme de formation en lien avec ce référentiel de compétences. Pour les prochaines étapes, je vais poursuivre la recension des écrits afin de pouvoir soutenir les compétences choisies, pour trouver également les ressources appropriées. Enfin, pour préciser, recueillir, traiter les données en vue d'une validation, d'une appropriation et de la maintenance du référentiel. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Barthélémy. Dans le cadre de la prochaine présentation, nous avons vécu quelques pépins techniques ou technologiques, je devrais dire. Qu'est-ce que serait un événement virtuel sans ce genre de problème? On se pose bien la question. Néanmoins, je vous invite à écouter le discours et la présentation de Dieudonné avec vos oreilles, votre tête, votre cœur. Le discours en vaut la peine. Bonne écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, je disais que je vais commencer par vous partager deux petites expériences qui me persuadent que l'accomplissement individuel en phase palliative n'est pas impossible. Je suis chanceuse de ne pas vivre un soin palliatif normal et de ne pas subir d'énormes pertes physiques ni de mémoire. Je vis vraiment des soins palliatifs extraordinaires. Je suis toujours lucide, très bien entouré et accompagné. Soyez bénis. Raconte en date du 19 janvier 2021, Assunta, non fictif d'une patiente de 52 ans. Apparemment sereine, assise confortablement dans le fauteuil installé à côté de son lit d'hôpital, à son chevet une tablette, un cahier, des recueils de poèmes composés par elle et ses amis. Deuxième petit cas. À sa demande, j'entre dans la chambre de la patiente Paola, 74 ans, qui sollicite un moment d'accompagnement, de méditation, avant de recevoir aussitôt après l'aide médicale à mourir. Je la trouve entourée par 5 membres de ses proches qui la visitent pour une dernière fois. À mon arrivée, je trouve Paola qui a l'air calme, assise aussi dans son fauteuil, sa tasse en main, en milieu d'un entourage plutôt triste
et en larmes, temps de silence. Et à ma sortie, elle se dit satisfaite et me remercie. De tels témoignages enregistrés en milieu hospitalier sont nombreux. Ils ont réussi à illuminer mes journées de stage clinique dont je vais vous partager rapidement quelques aspects surprenants. Je remercie vivement la professeure Émilie Allard, responsable des programmes interdisciplinaires en soins palliatifs et de fin de vie de l'Université de Montréal, pour l'organisation de ces colloques qui me permet de vous partager l'expérience de mon stage de pratique spécialisée en soins palliatifs et de fin de vie. Stage effectué sous la codirection académique des professeurs Alain Legault de la Faculté des sciences infirmières et Jean-Marc Barrault de l'Institut d'études religieuses, Faculté des arts et des sciences, et sous la supervision clinique de M. Fernand Diossou, intervenant en soins spirituels. Je leur adresse un sincère merci pour la qualité des apprentissages théoriques et pratiques reçus. À travers eux, je remercie tous les corps professoraux dans leur diversité tant disciplinaire que facultaire et mes collègues étudiants pionniers du DEPA, Maryse et Barthélemy, dont les échanges critiques ont enrichi grandement ma démarche interdisciplinaire ainsi que mes activités d'intégration. Les patients rencontrés et accompagnés durant cette période marquée par la pandémie de COVID-19 m'ont beaucoup appris. Je salue ici leur mémoire et la collaboration des membres et partenaires de l'équipe interdisciplinaire qui méritent toute ma gratitude. Avant de commencer aussi, j'aimerais préciser ma positionnalité à partir de laquelle je vous parle. Pour une meilleure compréhension de mon propos, sa visée, son importance et son aboutissement, je situe tout de suite la positionnalité qui est la mienne et à partir de laquelle je veux vous parler. Elle englobe un triple parcours, d'abord académique, impliquant mes études en sciences humaines et philosophie, en sciences religieuses, théologie, en sciences des religions et en sciences de la santé. Ensuite, mon parcours professionnel, spécialement dans l'accompagnement spirituel des personnes malades. Et enfin, mon parcours socio-culturel qui réfère à mes origines africaines et surtout à mes convictions personnelles. La quête d'un aboutissement de l'être humain à partir de l'angle du philosophe existentialiste et humaniste Gabriel Marcel était déjà au cœur de mes études de philosophie, dont le mémoire de fin de cycle s'intitulait « Du problème au mystère » dans la métaphysique de Gabriel Marcel, vers la réalisation intégrale de l'être humain. L'expérience de mon stage de pratique spécialisée m'amène à considérer que cet accomplissement individuel est toujours possible, même pour les patients en phase palliative ou terminale. Cette position philosophique est appuyée par mes études doctorales de théologie qui élaborent une typologie de 11 catégories de relations vitales basées sur ma conception anthropologique, spirituelle et socioculturelle du monde, dont il convient d'explorer davantage certaines d'elles en contexte de soins palliatifs et de fin de vie. Elle s'appuie également sur mon parcours professionnel dans l'accompagnement, comme je l'ai dit, de malades, mais aussi sur la littérature francophone québécoise. C'est à partir de cette posture que je parle ici. La problématique qui m'a amené à faire le stage porte sur les pratiques de soins spirituels offertes aux patients en soins palliatifs et de fin de vie. Par pratique de soins spirituels en soins palliatifs et de fin de vie, j'entends des interventions, des accompagnements professionnels visant à favoriser, à mon avis, l'ultime expérience d'accomplissement individuel que je crée et que comme je considère comme un concept important et que j'abrège sous lui et d'ail des patients. Elle s'intéresse aux besoins et désirs spécifiques exprimés par le patient ou leurs proches ou observés par les membres de l'équipe interdisciplinaire.
Elle suppose des contacts personnels avec le patient, dépistage professionnel de leurs besoins et désirs, exploration et analyse de repères, élaboration d'un plan d'intervention, supervision de ces interventions, prise de notes, suivi des patients, collaboration avec les membres de l'équipe interdisciplinaire, participation active aux échanges et discussions des cas saillants, évaluation avec la personne ressource et pour mon cas, mon superviseur de stage. Cette présentation se déroule à 6 points qui sont là-bas. Je vais rapidement parler du cadre conceptuel, des objectifs, hypothèses et démarches et méthodologies, déroulement de mon stage, intervention clinique, besoins et désirs spécifiques à ce palliatif et de fin de vie, analyse des résultats avec quelques thèmes ressortis, et surtout l'UEDAI et apport des approches spirituelles anthropo-familles que je vais expliquer. En ce qui concerne les cadres conceptuels, je précise ici quelques notions importantes autour desquelles s'articulent les grandes lignes de ma présentation. À la suite de William Newell et d'autres auteurs, je considère la notion d'interdisciplinarité comme un processus et comme un outil. Processus qui intègre plusieurs disciplines et qui transparaît, pour mon cas, depuis les cadres théoriques jusqu'à la finalité de mon travail, en passant par les cadres méthodologiques. En tant qu'outil, elle vise à atteindre une même finalité. Et pour mon cas, la finalité, c'est arriver à faire vivre cette ultime expérience d'accomplissement individuel de patients en soins palliatifs et de fin de vie, en mettant à profit différentes théories, différentes approches et divers champs d'expertise, tels de mystères qui sont plutôt à accompagner, à écouter et non à résoudre, et qui implique et sollicite les approches spirituelles d'accompagnement vraiment appropriées. Et dans la littérature francophone québécoise que j'ai consultée, la question sur la spécificité des besoins et désirs dans ce palliatif et de fin de vie et leur catégorisation, à mon humble avis, n'est pas distinctement explorée. Peu d'études sont consacrées à ce sujet. Voilà. Par rapport au déroulement du stage, j'ai eu des interventions cliniques et mon stage s'est déroulé en deux périodes. La première période du 17 octobre au 27 novembre et la deuxième période du 4 décembre au 25 février. Dans la première période, il y a eu très peu de jours, était constitué de 13 interventions, de 13 jours et de 65 interventions, soit 26,5%. Et deuxième période constituée de 36 jours, avec comme nombre d'interventions 180, la moyenne de 73,5%. Au total, j'ai eu 49 jours de stage, avec une moyenne de 245 interventions. Et parmi ces interventions, il y a au moins 76 interventions qui était plutôt une sollicitation, une requête, soit de la part de la famille, soit de l'un ou l'autre infirmier, soit des usagers eux-mêmes ou proposés aux bénéficiaires, soit de médecins, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, gestionnaires. Alors, en faisant le calcul de ces requêtes formulées, je me suis rendu compte que la plupart de ces requêtes ont été formulées par les familles elles-mêmes, parce que les familles connaissent mieux leurs membres de famille. Et suivi des infirmiers qui sont souvent beaucoup plus proches des patients que peut-être les autres professionnels. Et en tout dernier lieu, parce que j'ai affaire aussi à une requête de la gestionnaire elle-même. En termes de pourcentage, j'ai obtenu 43,4% pour famille, 32,8% pour infirmiers, 6,5% pour usagers, 5,2 pour préposés, 3,9 pour médecins, 3,9 pour physiothérapeute, 2,6 pour la travailleuse sociale, 1,3% pour le gestionnaire.
En tout, avec une moyenne de 5 patients par jour, je réalisais qu'au moins 62,5% du temps était consacré aux patients et 37,5% était consacré plutôt aux proches des usagers ou aux échanges avec les superviseurs ou avec les autres professionnels de la santé. Alors, ce qui a retenu mon attention, et c'est ça vraiment le nœud de ma préoccupation, ce sont ces Excuse-moi, besoins. Dieudonné. Oui. Excuse-moi, Dieudonné, on ne voit pas vraiment ta diapo en ce moment. C'est très flou. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu accepterais d'arrêter le partage d'écran? OK. Donc, parce que j'ai l'impression que c'est trop flou. Donc, de toute façon, on peut pas rien lire en ce moment. Parfait. Donc, je te demanderais d'arrêter ton partage d'écran. Tu pourras nous expliquer peut-être les résultats que tu as obtenus verbalement. Donc, ouvrez vos oreilles. Vous allez voir mieux comme ça. Si vous essayez de partager, alors allons au point 4. Si vous, le point 4. Je vais vous laisser juste parler, Dieudonné. Ça va être plus simple. Il vous reste 5 minutes. Voilà, par rapport aux besoins qui sont spécifiques, moi, je énumérais 5 attitudes ou 5 catégories de ces besoins qui sont vraiment focalisés pour ces patients-là. On retrouve très peu pour les autres catégories de patients. Parmi ces besoins, il y a en fait leurs interventions qui appuient là. Il y a une préoccupation par rapport au décentrement. Ils doivent se décentrer de leurs biens, de leur avoir pour s'occuper de leur propre personne, de leur être. Et comme deuxième attitude, il y a besoin de se connecter à leur avenir, à leur mort qui s'en vient et surtout à leur structure intérieure. Comme troisième attitude, il y a préoccupation par rapport, ou la peur par rapport à l'inconnu, qu'on ne maîtrise rien, qui est la mort. Quatrième préoccupation, il y a le besoin de se réconcilier, le besoin de se connecter avec son histoire et peut-être aussi de réparer quelques nœuds qu'on a rencontrés dans sa vie. Et la cinquième attitude, c'était en fait une question par rapport à la famille qui peut rester. Et c'était l'unique fois où je trouvais que la personne s'occupe des autres au nom de elle-même. Alors, les 5 thèmes donc retenus, il y a 1, décentrement, 2, recentrement, 3, la finitude, 4, son unité vitale et 5, sur l'après. Alors, à partir de là, j'ai analysé en fait ce que moi je considère comme ultime expérience d'accomplissement individuel en soins palliatifs et de fin de vie. Et après l'analyse, je réalise que la grande majorité de ces besoins et désirs spécifiques se situent plutôt dans la sphère qui concerne l'être de la personne, et non ses biens par exemple, et non son avoir, et non ses richesses, c'est plus son être qui est au centre de ses préoccupations. Je réalisais parmi les 13 propos ou interventions des usagers, j'ai trouvé que 7,6% présentent une attitude de révolte contre leur propre personne, contre leur passé, et 92,3% s'ouvrent plutôt et à un accompagnement pour essayer d'atteindre cette ultime expérience d'accomplissement spirituel. Alors la question pour moi, c'est quelle approche qui peut favoriser en fait l'accomplissement individuel en cet stade-là. C'est ça en fait la question qui me préoccupe. Et je me suis tourné vers les approches spirituelles et surtout en m'appuyant sur Raymond Panicard, quand il parle de l'approche anthropopanique qui consiste en fait à explorer le repère positif de la personne elle-même, ses valeurs fortes, ce qui est important pour la personne, et partir de ça comme repère soutien pour essayer d'aider cette personne-là. Et sur cette approche-là anthropopanique, que moi je considère qui englobe plusieurs approches humaines, de sciences humaines, mais aussi de sciences de la santé, que je focalise mon attention pour forger pour moi-même une posture que je pourrais suggérer par après dans ma pratique ultérieure. À quoi consiste cette posture? Cette posture consiste vraiment à faire vivre le patient
cet accomplissement-là nécessaire qui n'est pas impossible avant de mourir. Voilà les gros de mon projet de stage que je dois continuer à retravailler avant de mettre en pratique et de proposer au monde. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci Dieudonné. De mon cher collègue Jean-Marc Parot, qui est professeur à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal, avec qui j'ai la chance et l'honneur de travailler étroitement dans le cadre des cours au DEPA. Donc, on enseigne ensemble l'automne un cours que les étudiants doivent suivre obligatoirement dans le cadre du DEPA et où on aborde plein de belles thématiques qui vont de l'individu à la société, aux valeurs, jusqu'à repensons les soins palliatifs. Donc, Jean-Marc, il est professeur à l'université. Il a aussi travaillé en tant qu'accompagnateur spirituel à l'hôpital Marie-Clarac. Il a publié énormément. Il y a un livre, et là je l'ai à côté de moi, je l'ai sorti tantôt, Soins palliatifs accompagnés pour vivre, que je vous recommande fortement. Et aussi, il a travaillé sur l'apparition du numéro théologique. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure dans le chat pour aller consulter ce superbe numéro. Et il a accepté aujourd'hui de nous le présenter. Donc, Jean-Marc, à toi la parole. Voilà, bonjour à chacune, chacun. Merci, Émilie, pour cette généreuse présentation. Très heureux de passer ce temps avec vous, que je souhaite dialogal. Mais avant de vous présenter mon texte, ma réflexion, autour du numéro de théologie que j'ai dirigé, je souhaite laisser la parole au directeur de l'Institut des études religieuses, en la personne de Alain Gignac, qui a été lui aussi, ou plutôt, pas contrairement à moi, lui, il a été directeur de la revue théologique et il fait partie du comité actuellement. Bonjour tout le monde. Alors, je me fais toujours un devoir d'assister au moins partiellement aux colloques qui sont organisés par mon équipe de professeurs. Alors, je voulais saluer l'effort de Mme Allard et de M. Barrault pour organiser ce merveilleux colloque d'une demi-journée, mais qui résume bien les travaux de ce programme de soins palliatifs qui se veut interdisciplinaire, qui se veut holistique et auquel l'Institut d'études religieuses est très content de participer activement, grandement par l'apport du professeur Jean-Marc Barrault. Alors, c'est important, comme notre étudiant aussi au doctorat, Dieudonné, vient de réussir à terminer sa présentation malgré quelques aléas. C'est important donc que cette dimension spirituelle soit prise en compte dans les soins de santé et particulièrement dans les soins palliatifs. Je peux vous partager que j'ai eu à vivre durant cette COVID le décès de ma belle-maman qui était en soins palliatifs à la fin. Et ça n'a pas été facile et c'était au Mount Sinai. Et il y avait aussi une équipe vraiment proche, soins infirmiers, médecins et aussi intervenants spirituels. Alors, j'ai pu vivre comme personne, comme proche de ma belle-mère, l'importance des soins palliatifs sur le terrain et donc l'importance de la formation et de la réflexion et de la recherche en soins palliatifs. Alors, ça fait vraiment plaisir que je sois ici pour saluer tout le monde et donc je redonne la parole à Jean-Marc pour lui dire oui, l'Institut d'études religieuses est très content d'être associé à ce programme interfacultaire, interdisciplinaire qui est chapeauté avec brio par la faculté de sciences infirmières. Bravo donc pour ce colloque et longue vie et succès à ce programme. Merci Alain. Alors je vais vous présenter ce texte relativement bref parce qu'avec Émilie, nous avons pensé que ce serait bien qu'il aboutisse en fait à une discussion entre nous. Je sais que c'est l'heure du repas. Vous pouvez sortir les sandwichs, mais ça ne nous empêchera pas, je pense, de dialoguer ensemble
Est-ce qu'on entend bien, Émilie? Ça va? D'accord. Alors, dans le cadre du DEPA, cette première édition du colloque sur les soins palliatifs s'attache, comme Émilie vous l'a rappelé, à considérer l'interdisciplinarité, ce grand mot compliqué. Je ne puis que louer ici cette initiative et remercier très vivement la professeure Émilie Allard de m'y avoir associé, tout en m'autorisant à procéder simultanément au lancement officiel du dernier numéro de la revue théologique, dont la direction m'avait été confiée et que j'ai voulu intituler « Pour une culture palliative ». J'ai tenu au point d'interrogation. Comme M. Gignac vient de le rappeler, ce lancement du numéro théologique renvoie doublement à ce colloque et à ce thème si judicieux de l'interdisciplinarité. Premièrement, parce qu'en partenariat avec la formation offerte par le DEPA, il invite à considérer la science palliative ad intra et ad extra, c'est-à-dire à l'intérieur de nos institutions et à l'extérieur. Donc, bien entendu, ad intra, pour ce qui est de nos institutions académiques, cliniques, mais aussi ad extra, c'est-à-dire jusqu'au cœur de toute vulnérabilité. Les soins palliatifs n'offrent-ils pas un regard singulier sur l'expérience de la vulnérabilité? La vulnérabilité reconnue, sinon acceptée, de l'exposition à la mort, précise Zilensky, fait l'objet d'une élaboration éthique. Voilà ce qui explique le sous-titre du numéro théologique qui fait l'objet de ce lancement, des fragilités à la vulnérabilité. Deuxièmement, parce que le statut académique de la revue théologique est lui aussi interdisciplinaire. Ce n'est pas une revue théologique au sens traditionnel du terme, fidèle par essence à l'évolution institutionnelle et épistémologique de la faculté de théologie et des sciences de religion, vers ce qui est maintenant l'Institut d'études religieuses. Théologique est de fait une revue savante qui, depuis 1993, date de sa fondation, s'enracine progressivement et résolument dans une visée interdisciplinaire. Dans les 12 articles qui construisent son numéro pour une culture palliative, 7 regardent formellement la science palliative, quand le liminaire y introduit scrupuleusement l'architecture de l'ensemble. Je profite donc de ce lancement pour remercier le directeur de la revue, le professeur Fabricio Veccoli, chaque membre de son comité, dont M. Gignac et la professeure Letourneau, mais aussi les 7 auteurs qui ont écrit dans ce numéro sur la culture palliative et que je vais citer dans l'ordre de publication. Marc Le Boucher, talentueuse auteure, éditeur à Paris. Madame la professeure Chantal Cara, avec laquelle j'ai écrit un article. Madame la professeure Émilie Allard, que je n'ai pas besoin de vous présenter, directrice du DEPA. Messieurs les professeurs Raymond Lemieux et Hubert Doucet, mais aussi Thomas de Coninck, sans oublier mon collègue et ami Gilles Saussier. Dans le peu de temps qui m'est offert ici, j'en ai conscience, je voudrais vous donner le goût de lire chacun de ces articles, bien sûr, tous disponibles sur la plateforme Érudit, en vous y soulignant sommairement 4 points d'orgue qui sont des porteurs de la culture palliative, ce qui nous permettra de conclure autour de ce magnifique concept que de Coninck utilise, l'ethos palliatif, autrement dit la culture palliative. Le premier point d'orgue nous est adroitement présenté par la professeure Émilie Allard dans son article titré « Accompagner un proche en fin de vie », une réflexion sur les fragilités vécues par les proches aidants. Riche d'une méthodologie rigoureuse, cet article questionne l'amalgame malheureux entre partenaires de soins et proches aidantes. Je dis au féminin parce que la plupart des proches aidants sont des femmes. Cet article analyse la richesse de ces dernières en soulignant la richesse de leur engagement et en opérant une distinction entre les fragilités sources de souffrance et celles qui deviennent source d'une possible redéfinition personnelle, dit la professeure Allard, car vécue à l'intérieur d'une expérience. Il va de soi que ce n'est pas ici le lieu pour égrener une à une ces fragilités, mais il est toutefois intéressant de bien souligner le lien entre le sujet de ce colloque, l'interdisciplinarité, et celui des fragilités en lien
à l'expérience. Cette expérience, n'est-elle pas celle que la professeure Allard évoque en épilogue de son article quand elle souligne le fait que le contact avec les fragilités vécues par Madame Richard l'a amenée à reconnaître et à prendre conscience de ses propres fragilités passées, présentes, mais aussi futures. Dans le cadre de ce colloque et du lancement de ce numéro de la revue théologique consacrée à la culture palliative, osons appliquer ce lien entre fragilité et expérience à la dynamique interne de l'interdisciplinarité. Il ne s'agit pas, je vous rassure, d'exprimer aux collègues nos fragilités, ils n'en ont pas besoin, nous non plus. Mais il est question, ici, d'intégrer personnellement, mais aussi professionnellement, oserais-je dire, l'apport de ma fragilité consciente à la dynamique interdisciplinaire. Pourquoi ? Parce que l'expérience de ma fragilité me permet de recevoir la fragilité de l'autre. Parce que l'expérience de la fragilité du patient partenaire me renvoie à ma propre fragilité, jusqu'à probablement qualifier l'interdisciplinarité de ce que j'aime à nommer dans mon livre de 2017 la vulnérabilité circulaire ou herméneutique circulaire. La fragilité devient donc ici une norme à intégrer dans ma posture déontologique, éthique, professionnelle et personnelle. Faut-il encore que je choisisse de faire du patient partenaire fragile le lieu d'expérience et d'acceptation de ma propre fragilité. Le second point d'orgue se reçoit quant à lui de l'article du professeur Hubert Doucet, que vous connaissez. De fait, comment éclipser de l'histoire des soins palliatifs, mais plus encore de sa culture, l'épineuse problématique de la souffrance existentielle, titrant « De la douleur totale à la souffrance existentielle », l'article scientifique se divise en 3 parties. Et c'est la 3e qui retient notre attention. Quelles orientations en vue de faire de la souffrance existentielle de fin de vie le cœur de l'engagement de l'équipe, et bien sûr, nous parlons ici de l'équipe interdisciplinaire. Alertant sur le risque d'une interprétation étroite du concept de spiritual pain, douleur totale, le professeur nous conduit au philosophe Ricoeur, quand ce dernier distingue douleur et souffrance, nous aidant du même coup à saisir la souffrance dans une dimension beaucoup plus large, affects ouverts sur la réflexivité, langage, rapport à soi, à autrui, au sens, au questionnement. Mais s'agit-il de la souffrance existentielle ou de la souffrance spirituelle? L'éthicien ne s'arrête pas sur cette question. Et si nous nous y autorisons, c'est bien pour préciser la modalité distincte d'engagement d'une équipe interdisciplinaire à l'égard 1. De la souffrance existentielle, 2. De la souffrance spirituelle. Sur le plan épistémologique, la souffrance existentielle renvoie à la notion de l'exister de la personne fragilisée par la maladie, intrinsèquement liée à la réalité substantielle de l'être humain. Elle renvoie à une question aussi fondamentale qu'essentielle. Peut-on vivre sans souffrir? Peut-on être sans souffrance? Mais aussi, peut-on croître sans une certaine souffrance? Je vous rassure, loin d'une apologie de la souffrance, ce vis-à-vis frontal de l'exister, de l'être, de chacun, avec sa souffrance existentielle, renvoie à la question de la souffrance dans l'offrir, enseigné par Emmanuel Lévinas dans son ouvrage « Autrement qu'être » ou « Au-delà de l'essence ». Il ne nous semble pas que le lien entre souffrance et offrande relève uniquement d'une éthique religieuse, voire spirituelle. Pour nous en convaincre, il nous suffit de regarder la manière dont la pandémie de la Covid-19 a secoué certaines équipes interdisciplinaires engagées en soins palliatifs. Certaines d'entre elles, bien enracinées dans une culture séculière, ont fait de cette situation sanitaire trop souffrante, malgré tout un kairos, c'est-à-dire un temps opportun, pour mieux porter la souffrance des patients isolés. Quand d'autres, malheureusement, ont fait le choix du repli. Les premières ont directement servi l'ethos ou la culture palliative. Les secondes
moins directement. De fait, ce rapport à la souffrance existentielle renvoie l'équipe interdisciplinaire à la posture lévinassienne. L'équipe interdisciplinaire peut-elle et doit-elle développer une culture de la portance, celle dont l'un des piliers renvoie directement au don. Il s'agit ici d'inoculer par capillarité la plus belle des postures professionnelles, probablement, celle que promeut, à leur insu, les proches aidantes, la sollicitude, comprise comme attention soutenue à autre que soi. De fait, la sollicitude, souligne Rico, d'extension plus vaste que la compassion, est moins marquée sur le plan religieux, et le terme choisi par Ricoeur pour affiner sa recherche sur des questions éthiques aussi générales qu'essentielles. Si la souffrance existentielle invite à une communauté de portance, la souffrance spirituelle conduit quant à elle à une autre posture. Distinguant les deux, nous nous autorisons à soulager la première de certains maux qui appartiennent à la seconde, et nous nous permettons d'affirmer que cette dernière, la souffrance spirituelle, peut évoluer par un accompagnement jusqu'à l'apaisement. Là où l'équipe interdisciplinaire laisse sa place à l'intervenant en soins spirituels, car de fait, l'interdisciplinarité n'efface pas la spécificité de chaque professionnel. Au contraire, elle la consacre et exige ici de l'intervenant en soins spirituels qu'il devienne le chirurgien des souffrances spirituelles, de ses blessures et de ses lieux possibles de cicatrisation. La posture lévinassienne ouvre donc ici à celle du discernement et du service. En soins spirituels, nous sommes des serviteurs, serviteurs du désir du patient. Intervenir sur une blessure spirituelle relève au mieux de la posture de la psychologie, mais rarement de celle de l'intervenant ou de l'accompagnateur spirituel. De notre point de vue, la notion de service ne dénature pas la profession d'ISS, d'intervenant en soins spirituels, mais au contraire lui donne sa véritable nature, son véritable mouvement, j'oserais même dire son socle éthique. Être serviteur du désir du patient, c'est s'autoriser à le libérer, pour faire écho au titre de l'ouvrage de Roy, lequel il distingue deux écoles de pensée. Celle qui considère le désir comme un manque, et il cite Descartes, Hobbes, Locke, Sartre. Celle qui considère le désir comme une expansion vitale, et il cite Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Sébastien Moore. Se frayant un passage entre ces deux voies, Roy en propose une troisième qui analyse la structure du désir dans son rapport entre finitude et infinitude. Dans ce cadre épistémologique, déontologique, heuristique, il convient donc de réfléchir sur la posture de l'intervenant en soins spirituels. Je dirais même sur son verbe et sur sa culture professionnelle. Le voici le professionnel du désir et de sa propension à l'infinitude. Là où la souffrance spirituelle se transforme en la seule souffrance qui peut-être vaille de perdurer, celle que je nomme dans mon dernier ouvrage la blessure de l'inachevé. Venons-en enfin au troisième point d'orgue, celui de la mort annoncée. Gilles Saussier titre là le deuil du moi en soi, devant la mort annoncée. Nous savons que la culture et l'enseignement en soins palliatifs distinguent la science palliative du rapport à la mort. Ceci dit, nous pouvons quand même regarder ce vis-à-vis. Par-delà le style rhétorique de cette sentence, et quand son ancrage clinique le renvoie à des patients avec une profonde remise en cause existentielle, Saussier risque trois problématiques. Comment se représenter le deuil de façon utile dans le contexte d'une mort annoncée? Jusqu'où la personne peut-elle vraiment se détacher d'elle-même afin de connaître la meilleure fin de vie possible? Comment l'accompagnement spirituel peut-il faciliter ce détachement dans le respect de la personne?
ayant toujours pour fil rouge la thématique de l'interdisciplinarité, nous voulons réfléchir sur la seconde problématique apportée par l'auteur, à savoir le deuil de soi-même en contexte de mort annoncée. Il y aurait donc pour chacun, au verdict de la mort annoncée, le devoir existentiel de produire un lâcher-prise, qui serait hic et nunc, ici et maintenant, notre coopération au mourir. Dans cette vision familière à la psychanalyse, où la catégorie du moi s'inspire de l'idée freudienne d'un aspect en grande partie conscient, mais aussi de ses désirs inconscients, le paradigme à retenir serait celui du travail sur soi ou sur son moi. Ce travail, dans notre ouvrage de 2017, nous le nommons Facere. Dès lors, la mort annoncée deviendrait le signal de départ pour que le coureur, déjà à bout de souffle, applique la devise olympienne « Situs, altus, fortus ». Vous avez compris, plus vite, plus haut, plus fort. Et l'équipe interdisciplinaire, pour le coup, reverrait à l'olympisme antique organisé entre les cités grecques dans le cadre d'un festival religieux en l'honneur de Zeus olympien. Dans tous les cas, nous sommes là, résolument et avant l'heure, ancrés dans une éthique stoïcienne où la libération ne peut venir que de la force d'un moi, sculpté par soi et pour soi. Si je m'autorise à questionner amicalement et professionnellement ce paradigme, c'est parce que, à mon avis, elle ne fait pas écho directement à mon expérience d'accompagnateur spirituel et de chercheur autour des questions palliatives. En soins palliatifs, la fragilité du patient, marquée par la mort annoncée, à mon avis, n'autorise presque plus le langage de la vertu et du facere. Si Nietzsche, Sartre, Feuerbach glorifient le courage de faire face à la mort, nous pensons, quant à nous, que l'ultime courage, en cette ultime expérience de fin de vie à venir, relève plutôt du paradigme de l'altérité. L'altérité étant ici la capacité du patient à être relatif aux frères, aux compagnons de route, pour reprendre le texte d'Émilie Allard, aux proches aidants, et pourquoi pas à l'accompagnateur spirituel, et donc aussi à l'équipe interdisciplinaire. Dès lors, cette équipe bascule elle aussi dans une délicate, mais peut-être heureuse posture professionnelle. Assumons le facere, car il faut bien avoir des objectifs professionnels. Le point de convergence et de soudure de l'interdisciplinarité est la fragilité du patient. Posture interdisciplinaire qui rejoint la notion d'expérience induite tout à l'heure par Allard. Autant du point de vue du patient partenaire que de celui de l'équipe interdisciplinaire, la prise en compte de la fragilité telle une norme éthique fait basculer la culture palliative du monde de la vertu, de la force, de l'égologie, du facere à celui plus discret, j'en conçois, mais pas moins efficace, de l'adgérer. Se préparer à mourir devient donc s'en remettre à sa famille, aux proches aidants, d'une certaine manière et sans confondre les rôles, s'en remettre aussi à une équipe interdisciplinaire en posture de discrétion, devant ce que nous pourrons jamais définir frontalement la mort. Car la mort a en commun avec la fragilité qu'elle se définit en creux. Dans les deux cas, il s'agit d'un manque, d'un espace, d'un appel à la vie. Dès lors, sur le plan métaphysique, la mort et la fragilité sont des non-êtres. Elles ne s'appréhendent et ne s'apprivoisent donc que dans un chemin de vie porté et qualifié par une dynamique interdisciplinaire. Là où les fragilités deviennent lieu de saine vulnérabilité. Proche aidant, souffrance existentielle et mort annoncée, ces trois points d'orgue. C'est mon iPhone qui se met en marche tout seul pour des raisons que j'ignore.
proche aidant, souffrance existentielle et mort annoncée. Ces 3 points d'orgue se présentent à notre numéro de théologie consacré à la culture palliative, tels des nervures épistémologiques qui renvoient à une réalité fondamentale. La culture palliative est la culture de la fragilité accompagnée, donc de la vulnérabilité circulaire. Dès lors, quand la professeure Cara et moi-même offrons un article autour de l'accompagnement spirituel en soins palliatifs, nous cherchons à y arrimer une méthodologie qui relève de la même culture. Puisque les soins palliatifs sont le lieu de l'engagement de tout un chacun, le chercheur ne fait pas l'économie d'une telle exigence. Voilà pourquoi nous avons voulu associer l'auto-ethnographie à l'autophénoménologie, tout simplement, pour faire de notre étude un vis-à-vis engagé, personnalisé, peut-être vulnérable, avec ce fragile patient atteint du virus Covid-19. Les soins palliatifs se démarquent donc par une spécificité, son acuité de regard sur la personne humaine. Parce que décomplexés à l'égard de la fragilité humaine, les soins palliatifs entraînent avec eux réflexivité et praxis vers une épistémologie médicale propre, une méthodologie de recherche spécifique, une éthique particulière, une éthique qui, parce qu'elle intègre la norme de la fragilité, prend en compte l'intentionnalité du patient. N'est-ce pas cela, et pour terminer, que M. de Coninck, dans son article « Ethos palliatif », publié dans ce numéro de la Revue théologique, veut relever un point important tout en laissant la parole à Gaël Fias. Aussi recevons-nous des personnes en situation de très grande fragilité. Nous recevons de ces personnes une conscience accrue de notre propre condition de vulnérabilité et de mortalité. Et faut-il y insister, l'intégration de celle-ci peut susciter un éveil extraordinaire à vivre davantage en vérité et à aimer plus. La personne soignante reçoit ainsi de la personne malade une force nouvelle de connaissance de soi et d'amour. Je vous laisse donc avec un triple questionnement, en lien avec l'article d'Émilie Allard, mais aussi celui de Marc Le Boucher, que je conseille à votre lecture. Quelle place puis-je donner à l'expérience de la fragilité de l'autre pour que la mienne qualifie mon engagement professionnel en soins palliatifs, en équipe interdisciplinaire, en accompagnement spirituel? 2. Comment le fait de distinguer souffrance existentielle et souffrance spirituelle engage différemment l'équipe interdisciplinaire? La posture de la sollicitude peut-elle convenir à une équipe interdisciplinaire? À mon engagement professionnel d'infirmière, d'ISS, de médecin, de chercheur, de clinicien? Et justement, pour terminer, comment situons-nous notre posture de chercheur? Laissons-nous la fragilité à la porte de nos bureaux et institutions, ou osons-nous en faire le vivier d'une culture pérenne de la vulnérabilité et de nos recherches académiques? Je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour les questions s'il y en a. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute de ce premier colloque du DEPA. On vous invite également à consulter la page de nos programmes, tant de 3e cycle, soit le DEPA en soins palliatifs et de fin de vie, que le microprogramme de 2e cycle.